Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 3 de GA Mini. Ça fait longtemps, je suis très contente de vous retrouver. La dernière fois que vous m'avez vu sur YouTube, c'était par rapport à ma vidéo, mon podcast Tête à Tête, où je vous ai raconté un peu ce que j'ai vécu. Mais cette fois-ci, le micro retourne vers mes invités. Et je suis trop contente en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu trop le concept, en fait, GA Mini, c'est une émission où je reçois des invités et qui parlent de leur histoire, de leur parcours, parce que c'est bien beau de parler de la mode, de l'image et tout. Mais on va aller traiter des sujets qui concernent l'intérieur, parce que prendre soin de soi, c'est super important. Et comme je vous ai dit dans l'émission Tête à Tête, des fois, il y a des histoires, vous n'avez pas besoin de venir juger les gens pour mieux les connaître. Il faut d'abord apprendre à les écouter et après, vous donnerez votre avis. Mais tant que vous n'avez pas écouté l'histoire de la personne, vraiment faites très, très, très attention parce que l'image peut cacher beaucoup de choses. Aujourd'hui, je reçois Kimé, la star des réseaux. Vraiment la star des réseaux. Vraiment une trop belle femme. Elle n'est pas comme vous, d'autres personnes, retouche, j'ai parlé d'Ingala. Un peu trop des retouches. Là, vraiment, nature peinture. Vraiment. Comme elle est, telle qu'il est, telle qu'on l'a vu. Textuellement. Donc, comment tu vas? Ça va et toi? Je suis trop contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on parle, qu'on prévoit cette journée. Vous ne savez pas, hein? On a parlé et on est arrivé. Enfin. Bienvenue sur le plateau. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire comme vous, les youtubeuses. Parce que moi, je ne le dis jamais. Likez, partagez. Et c'est quoi encore? Likez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, mes différents réseaux sociaux. Tout est dans la page, sur la description. La barre description. Donc voilà. Vous voyez, on est un peu très, très, très à l'aise. On va parler d'un sujet costaud. Serrez vos ceintures. Écoutez très bien. Tant que vous ne l'avez pas écouté, ne parlez pas. D'abord, on écoute et ensuite, on va développer. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Alors, je m'appelle Kimberley. J'ai 25 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis aussi mariée. Là, on est entre mariés. Vraiment, en fait, entre femmes mariées. Oui, c'est entre responsables. Oui, voilà. Recevez la grâce du mariage. Et donc, voilà, je suis... influenceuse, donc je suis sur les réseaux, j'entreprends aussi, donc j'ai plusieurs entreprises et puis voilà. Et ça fait combien de temps que tu entreprends du coup? Ça va faire 5 ans. Ah ouais, 5 ans quand même. Ça fait 5 ans que tu fais quoi exactement? Alors, je vends tout ce qui est des produits minceurs, prise de poids et tout, etc. Récemment, j'ai mon institut, mon centre de formation. Wow. Je vends aussi des perruques. Et puis après, j'ai plein d'autres sites e-commerce et tout, etc. Donc, je suis vraiment dans le business pur et dur. Attends, je vais poser une question que j'ai... Moi, je pose cette question parce que j'ai vu ça sur YouTube. C'est pas un piège, hein? Vas-y. J'ai le million ou pas? Si j'ai sensible. Bon, bref. Bon, disons par la grâce de Dieu, nous sommes multimillionnaires. Oui, voilà. Ça va. Voilà, c'est très bien. On est bien. Voilà, par la grâce vit bien. De Dieu. Exactement. Voilà. C'est ça le plus important. Ce qui est bien, c'est que quand tu entreprends, tu fais quelque chose que t'aimes. C'est vraiment ça, c'est ça qui est bien parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'entrepreneuriat, c'est dur. On vient, on vole tes idées, on te copie, Ah non, c'est... Mais pas que ça. Parce que si tu travailles pas, tu ne fais pas ton argent. T'as pas des salariés pour travailler pour toi. C'est toi et toi-même. Et quand tu les embauches, le receveur derrière passe. Exactement. Tu dois faire ci, mais tu c'est dois ça. faire ça. Et après, même au final, c'est ta tête, c'est toi, c'est tes idées, c'est toi. Tu dois mettre la niaque. Si tu l'as pas, t'as pas d'argent. Et en plus, tu dois être hyper créatif. Exact. C'est ce que les gens oublient. C'est parce que, en fait, c'est vrai qu'on s'inspire tous d'une manière ou d'une autre de ce qu'on a vu parce que notre cerveau, il retient plein d'informations. Mais en vérité, c'est ton cerveau qui travaille H24. Exactement. Même quand tu dors. Tu rêves de ça. Ça te stresse parce que tu te dis, ah ouais, j'ai ma deadline. Si je fais pas ci, il va se passer ça. Si je fais pas ci, je fais pas ça. Et en plus, ça joue sur l'ambiance de ton foyer. Il faut se dire la vérité. Ça joue sur l'ambiance. Tu travailles même à la maison. Donc, ça veut dire que même quand tu es au travail, tu travailles, tu rentres, tu travailles, tu dors, tu travailles. Quand ton mari dit, voilà, c'est moule. Tu travailles. Je dois actualiser mon site internet, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dois créer du contenu. C'est ça, en fait. Et si tu te montres pas, tes abonnés sont là. Oh, elle est pas là. Elle est pas. Il se passe quelque chose. En plus, là, en ce moment, j'ai disparu un peu. C'est ça ton défaut, en fait. Tu viens, tu pars. Tu viens. Il me cherche. Comme on dit, ok, Kwenda Vutuka. Tu viens, tu vas. Du coup, c'est sûr que tes abonnés, ils comprennent pas. En plus, YouTube, c'est plus tu crées du contenu, plus tu peux être rémunéré, plus ceci. Donc, il faut tout calculer. Bon, en tout cas, mes respects. Parce que je sais que entreprendre, c'est pas évident. Et quand tu as une famille derrière,
C'est encore plus dur. Mon Dieu, tes enfants comptent sur toi, mais ils savent pas qu'ils comptent sur toi parce que toi, tu montes ton visage. Exactement. Tu montes ta société, tu dois montrer tout le tralala. Et en plus, t'as un local. Exactement. Mon Dieu, les charges. Laisse tomber. Respect. Et surtout, je pense que tu as fait le bon choix. Tu as quelqu'un qui te soutient. Donc, oui. c'est plus facile. Faites le bon choix, les amis. Si Exact, vous voulez c'est entreprendre, important. soit vous êtes célibataire, soit vous avez quelqu'un de bien. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un de bien, les gars, entre l'autre qui te prend la tête, ton entrepreneuriat, tes clients qui font des rappels de ceci. Enfin, mais c'est pas que ça, c'est question qu'en plus il te soutient. Ça veut dire qu'il t'aide aussi à la maison pour les enfants. Donc ça veut dire que moi, je peux vivre de mes rêves, je peux faire mes rêves, je peux réaliser mes rêves et travailler même quand je sais que j'ai à manger, je dois faire la nourriture, faut préparer les enfants, les laver, le ménage. Tu sais, en tant que femme, on a plein de choses à faire. Et tu dois t'occuper de toi dans tout ça. Vraiment. Et en plus, j'avais fait une émission il y a pas longtemps avec mes sœurs. Enfin, l'une de mes premières émissions que j'avais tournées en janvier, c'était avec mes sœurs. On parlait de tout ça. Tu dois t'apprêter, avoir des beaux sous-vêtements, te faire belle, plaire à ton mari. Et dans tout ça, gérer ton entreprise, gérer tes enfants. Et en plus de ça, quand t'es pas bien, tes enfants aussi, ils voient. Ils le voient, ils le ressentent. Quand t'as la pression, ils le ressentent. Quand t'es pas bien, ils le ressentent. Donc en fait, en vrai, ils ressentent tout. On a trop de responsabilités. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui entreprennent ou qui font des choses parce que ils se disent comment je vais faire avec les enfants. C'est ça, c'est compliqué. Clair. Mais préfère être salarié. Exactement. Mais en tout cas, les amis, lancez-vous. Si vous avez un projet dans votre tête, faites-le. N'ayez pas peur. En fait, vous ne savez pas le résultat que ça va donner si vous ne testez pas. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons de vie. Et à travers une entreprise peut sortir une autre entreprise. Vous allez connaître vos limites, vos forces, vos faiblesses. Vous allez découvrir même des facettes que vous ne connaissez pas. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mais quand vous y goûtez, croyez-moi que vous apprenez beaucoup. Et pour vous, et pour votre caractère, et pour votre mindset, et pour votre famille. Bref, ça vous apprend plein de choses. Exactement. Donc, on va parler un peu de toi, de ton histoire, de ton parcours. Je pense que les gens qui nous suivent là actuellement, ils ont un peu vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, tu es venu, tu as fait une vidéo. On s'y attendait pas. Moi, j'ai vu un snap, parce qu'on se suit sur Snap. Je vois un snap, tu as un truc autour de l'épaule. Ouais. Et après, tu nous dis, ouais, vous n'êtes pas prête de ce que je veux dire. Moi, je me suis dit, elle est enceinte et tout. Oh non, rien du tout. Pas de bébé. 2, c'est bon. Oui, c'est bon. On sait pas. Une fille, un garçon, c'est bon. Je peux te surprendre. Oh, amen. Oui, mais en tout cas. Et tu viens, tu nous fais une vidéo. Moi, j'ai suivi la vidéo le jour même et on n'était pas prêts. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais même moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête du tout. Et c'était en janvier, comme j'ai un peu expliqué dans ma vidéo. 2024 c'est ça. En janvier, moi, toute contente parce que 2023, ça a été compliqué. Je rentre en 2024, toute contente, tout plein d'ambition. C'est fini, les histoires, c'est fini, tout ça. Et il y a le 22 janvier, du coup, je m'aperçois que j'ai une masse, en fait, au niveau de l'épaule droit. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle que j'avais pris rendez-vous pour mon fils pour aller chez notre médecin traitant. Donc, c'était le matin. De bas, je regarde pas. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une masse sur l'épaule. J'appelle ma mère, parce que moi, tu vois, à chaque fois que j'ai quelque chose, j'appelle ma mère. Ouais. J'appelle ma mère, on est le matin, il était 8h. J'appelle ma mère et je lui dis, maman, regarde et tout, la boule, c'est pas bizarre. Oh, c'est rien, t'as pas fait un faux mouvement ou quoi et tout. Non, je viens m'en apercevoir, tu vois. Et c'était dur, mais ça faisait pas mal. Et donc, du coup, j'ai profité du rendez-vous de mon fils parce qu'en fait, c'était parce qu'il était malade, mais ça allait mieux. Je me suis dit, vas-y, je vais consulter pour moi. Excuse-moi, je te coupe un peu. Dis-moi. Sur ça, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je suis chrétienne, pour ceux qui vont me suivre un peu pour la première fois. Des fois, Dieu passe par des signes, même par des enfants, pour vous interpeller, vous. Il va créer comme une maladie chez ton enfant pour que toi, tu profites de cet instant pour consulter toi. C'était pas forcément pour ton enfant. Dieu voulait passer par ton enfant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette masse-là, tu sais, quand je regardais des photos juste après, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais depuis longtemps. Mais je me suis jamais rendu compte, en fait. Pendant mon mariage, je l'avais. Même avant, quand j'étais à la piscine et tout, je voyais des photos, je l'avais. Et je me suis jamais rendu compte. Et en fait, c'est juste que j'ai fait un mouvement. Et quand j'ai fait le mouvement en levant le bras, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais la masse au niveau de l'épaule. Mais quand j'ai regardé mes photos, en fait, je l'avais depuis longtemps. Wow. Tu vois, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. Et du coup, je pars chez le médecin. Et on regarde la boule et tout. Au tout début, elle part pour une boule de graisse. Elle me dit qu'il faut qu'on fasse une IRM, scanner et tout. Bref, je fais les examens. Je repars la voir. Quand elle voit le scanner, l'IRM, elle me dit
Bon, ça a l'aspect d'une boule de graisse, mais elle a un doute. Donc, il faut que j'aille voir un chirurgien orthopédiste parce qu'elle m'a dit, elle en est sûre à 100% que c'est une boule de graisse. Okay. Donc, je pars chez le chirurgien orthopédiste. Et en fait, lui, quand il voit la boule de graisse, lui aussi, pareil. Pour lui, c'est une boule de graisse, c'est rien de plus parce que quand c'est une tumeur, on voit en fait les métastases et tout. Oui, enfin, oui, bref, oui. on voit les taches noires, là. Exactement. Oui. Et donc, du coup, quand je vais là-bas, il me voit et puis il me dit, pour lui, c'est une boule de graisse. Il faut que j'aille prendre rendez-vous à Cochin. Comme ça, ils vont m'extraire la graisse avant que ça puisse se transformer en autre chose. En fait, pour lui, c'était une tumeur bénigne. Okay. Je sais pas si tu connais un peu le terme. Oui, si. Et je prends rendez-vous rapidement à Cochin. Et je viens avec les scanners, IRM, prise de sang et tout, etc. Et le chirurgien que je vois, il a un doute. Elle dit, écoute, pour moi, à 99%, c'est une tumeur bénigne, c'est une boule de graisse. 99%. Ouais, dis-toi. Mais pour pas prendre le risque, on va quand même faire une biopsie. Oui. Et la biopsie, en fait, elle consiste à extraire en fait la masse de la graisse pour pouvoir l'examiner en profondeur. Donc moi, je me dis, ok, moi, il me parle de 99% du cas. Moi, je me dis, c'est rien. Tout le monde, on était tous optimistes et tout, etc. Pour tout le monde, c'était sûr, c'est une boule de graisse. Donc, je pars faire la biopsie. Il y avait quelques jours d'écart à chaque fois après les rendez-vous. Et je pars faire la biopsie. Enfin, c'est un peu douloureux et tout, mais ça va. Quand je fais la biopsie, il faut attendre 15 jours après pour avoir les résultats. Parce qu'ils se réunissent entre médecins et tout, etc. pour examiner la masse et tout, etc. Donc, du coup, moi, je suis chez moi, tranquille. Pour moi, c'est une boule de graisse. Oui. En plus, ma mère, tu vois, moi, j'écoute beaucoup ma mère et tout. T'inquiète pas, c'est une boule de graisse et tout. Si maman, elle dit, c'est que c'est bon. En plus, tu avais perdu du poids entre-temps, donc tu t'es peut-être dit que oui, c'est ma perte de poids. Mais oui, moi, je me suis dit, j'ai peut-être fait un mauvais mouvement. Et puis, il y a plein de gens qui ont des boules de graisse qui apparaissent, on les enlève et puis c'est tout, tu vois. Et donc, du coup, moi, je suis tranquille et tout. Et ça va, le 1er mars, je reçois un appel de Cochin. Et elle me dit qu'il faut que vous venez rapidement pour qu'on puisse vous donner le résultat. En fait, elle m'avait déjà annoncé en amont qu'elle ne donnait pas les résultats au téléphone, mais elle les faisait que en face. Mais en fait, moi, le fait qu'elle ait marqué l'urgence, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Ouais. J'y vais le 1er mars. Moi, je suis née le 4 mars. C'était mon anniversaire, donc j'y vais le 1er mars. Le 1er mars, je pars au rendez-vous et dès que j'ai vu sa tête, j'ai compris. Dès que j'ai vu sa tête, j'ai compris, tu vois. Et j'étais avec mon mari, on était là et elle m'a annoncé, elle a un peu tâtonné, oui, parce que t'es jeune. Exact, mais c'est exactement ça parce que au vu de mon âge, tout le monde c'était une boule de graisse, c'était pas possible que ça soit autre chose. Et donc du coup, elle m'annonce que j'ai un cancer et ça s'appelle le sarcome d'Evans de bas grade. C'est un cancer hyper rare. Oui. Et c'est même pour ça que même à Cochin, j'ai eu pas mal de rendez-vous parce qu'en fait, je pense que je suis l'un des seuls cas qu'ils ont eu. Surtout pour mon chirurgien orthopédiste, donc c'est pour ça qu'il voulait garder ma tumeur pour pouvoir l'examiner, en faire des études. Exactement, parce que c'est très très rare. Carrément, si tu cherches sur Internet, parce que moi quand j'ai cherché directement sur Internet. Pas sur TikTok? Non, si, j'ai cherché même partout. Insta, TikTok, tout. Et en fait, même sur Insta, il n'y a pas. Instagram, il n'y a pas. TikTok, il n'y a pas. Ils n'en parlent pas. Et Internet, ils n'en parlent même pas. Il y a juste une petite phrase pour décrire qu'est-ce que c'est. Mais tu ne sais pas, en fait, ce que c'est. Parce que c'est rare, vraiment rare. Et en fait, ça a l'aspect d'une boule de graisse. Mais quand on examine en profondeur, tu vois, il y a des métastases, tout ça, etc. Donc, c'est là qu'elle m'annonce que c'est un sarcome de bas grade et tout, etc. Mais que... en gros, pour extraire ce cancer, c'est pas par chimio ou quoi que ce soit. Il faut juste extraire la boule, l'enlever. Et pour ça, il va falloir m'enlever du muscle. Ça veut dire que, moi, quand on me dit enlever du muscle, ça veut dire quoi? Je ne vais pas pouvoir aller au sport alors que je ne suis même pas sportive. Oui, déjà. Et même pour porter des enfants, comment tu vas faire? Mais c'est ça, en fait. Et en m'enlever du muscle et tout, il faudra qu'on m'enlève beaucoup parce qu'en fait, il faudra vraiment éviter que la tumeur puisse revenir. Parce que souvent, en fait, avec les sarcomes comme ça, des tissus mous, en fait, ils ont tendance à récidiver rapidement. Donc, pour éviter ça, ils enlèvent le muscle un peu plus pour que ça évite de revenir, tu vois. Okay. Donc, moi, quand j'apprends ça, je m'y attendais pas. Je pense que... Ouais, en fait, je pense que j'ai... En fait, sur le coup, je sais plus si j'ai pleuré ou pas, je me rappelle plus. J'ai pleuré, Malky? Parce qu'il y a son mari, coucou, merci d'être venu en tout cas. Et si, je pense que parce qu'en fait j'étais choquée. Parce qu'en fait moi je pense que j'étais plus choquée en mode
Enfin, pour pas expliquer. prête. Non, c'est pas question de ça. Moi, vraiment, pourquoi j'ai pleuré? Parce qu'en fait, j'explique un peu. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis avec mon mari. Et moi, j'ai souffert de dépression. Sévère, vraiment une grosse dépression depuis mes 13 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma famille, tu vois, je suis un peu celle qui est un peu fragile. Je sais pas comment expliquer. Je vois. Et on fait très attention à toi. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que pendant longtemps, avec mon mari, il en a beaucoup Souffert. Exactement. Et donc, du coup, en fait, moi, c'est bon. Genre, je voulais plus vouloir, en fait, lui infliger quelque chose, tu vois. Moi, je me suis dit, mais attends, il faut que ça soit un peu lui, tu vois, que je sois un peu là pour lui, tu vois. Pas toujours lui qui soit là pour moi, tu vois. Et en fait, la dépression, ça commençait déjà à partir. Il y avait eu la sauce qui m'avait un peu... Enfin, ce qui s'était passé sur les réseaux, voilà, c'est ça, qui m'avait un peu secouée. Et en 2024, comme j'avais dit, moi j'ai commencé 2024, j'ai dit cette année c'est mon année. J'ai dit mais c'est fini. Tout ce qui est les réseaux, ça m'atteint et tout, c'est bon, je suis immunisée, genre c'est bon, tout ça c'est fini. Et là, boum. Exactement. Et je pense que j'ai pleuré pas parce que j'avais une maladie, j'ai pleuré parce que je me suis dit encore moi. En fait, c'est ça que je me suis dit dans ma tête. Genre, je me suis dit, purée, c'est encore moi, genre. Carrément, j'osais même pas, enfin, même durant tout mon traitement et tout, etc., pendant la radiothérapie, l'opération et tout, je me suis fait toute petite. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai évité d'en parler. J'en parlais à personne. Je pleurais dans mon coin et tout, etc. Parce que je voulais plus faire subir aux autres ce que j'ai subi. Carrément, même mes amis qui me restent, je leur ai pas dit. Genre, je les ai évités, genre. Tu vois, au maximum. Traverser ça seule pour pas être une nouvelle charge. Voilà, exactement, pas une nouvelle charge et pas encore elle, tu vois. Parce que malheureusement, c'est pas de ma faute, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, quand t'as tendance à être une personne qui a, des fois, la vie, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Tu vois, et ça, on peut pas, enfin, j'ai pas choisi d'être en dépression, tu vois. J'ai pas choisi d'avoir des problèmes avec les amis et tout, etc., tu vois. J'ai pas choisi d'être malade. Mais malheureusement, les gens en face de toi, ils diront pas, ils vont pas séparer ce qui se passe dans la vie, la santé qui est indépendamment de nous, de ma personne. Tu vois, ils vont dire forcément encore elle. Encore tu vois. elle. Et ça, ce mot-là, je voulais pas entendre, je voulais plus que les gens aient pitié de moi et tout, etc. Donc, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, oh, purée, j'ai encore infligé ça à ma famille, à mon mari. Oh là là, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, on reste des humains, tu sais. Même si ton mari t'aime comme je ne sais quoi, même si ta mère elle t'aime comme je sais quoi, elle est prête à tout. On est des humains, en fait. Exact. Moi, c'est la phrase que je disais à mes sœurs. Je me rappelle quand je parlais avec elles, je leur disais, mon couple, il va pas tenir. Je disais, on va pas tenir. Je vais pas tenir. Mes enfants, ils vont pas tenir. Je disais que ça allait être encore le truc de trop, en fait. Et c'est à chaque fois, en fait, même ma mère, à un moment, elle m'a crié dessus parce qu'elle m'a dit, arrête de penser à ce que nous, on pense. Pense à toi. Tes enfants, ils ont quel âge? C'est important. Ma fille, elle a 4 ans et mon fils, là, il a 2 ans. Et quand tu as su l'annonce, donc il avait 1 an? Il avait 1 an et ma fille, elle venait d'avoir 4 ans. Elle comprend. Ouais, si elle comprend, sachant que j'étais effondrée et tout, etc. Et elle a vu, hein, moi, ma fille, pendant le début, ça a été très compliqué. Et à chaque fois, elle venait me voir pour me demander, maman, ça va? Alors que c'est moi sa mère, c'est moi qui dois lui demander si elle va bien. Et là, tu te dis, mais t'as pas le droit de me demander ça va, je dois bien aller pour toi, pour vous, ça, je me bats pour vous. Et elle se souciait à chaque fois, donc ça veut dire qu'à chaque fois, elle allait faire quelque chose et qu'elle me voyait un peu, par exemple, recroquevillée ou peut-être avec la main sur la joue. Elle arrêtait de jouer, elle venait me voir. Maman, tu pleures pas, hein. Tu pleures plus, c'est interdit de pleurer. Genre, elle me disait toujours ça. Maman, tu pleures pas, hein. C'est interdit de pleurer, tu vois. Et même à chaque fois, quand je pleurais, elle et son frère, ils partaient chercher du papier toilette pour essuyer mes larmes. Oh, Seigneur. Ouais. C'est compliqué, hein, même pour les enfants, on s'en rend pas compte. Hein. Et puis voilà, et puis c'est pour ça que moi, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, oh non, encore moi. Trop. Ouais, je me suis dit, encore moi. Purée, zut, c'était mon année, j'ai raté. Alors que j'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai déclaré. En fait, c'est souvent comme ça. Ce moment où on se dit, ok, c'est bon, là, vraiment, je fais confiance à Dieu, tout va bien se passer, nana. Et là, boum, l'épreuve de la foi, là. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est une dinguerie, on s'en rend pas compte. En fait, on est fort jusqu'au moment où une situation nous arrive. Dès que la situation nous arrive, là, on peut se dire, en fait, j'étais fort ou j'étais pas fort. Et c'est pour ça que même quand les gens sur les réseaux sociaux, ils disent, ouais, même prière qu'un tel, je veux la même chose qu'un tel, je veux le même mariage que Ngonda, je veux ceci. Prenez tout ce que j'ai vécu
vécu, si vous arrivez à mettre vos chaussures, faire vos lacets avec tout ce que j'ai vécu, ok, prenez. Mais si vous n'êtes pas en capacité, que chacun mène sa vie. Exactement. Parce que la vie, c'est un combat pour tout le monde. Restez jusqu'à la fin. Il y en a en fait, tu sais que même les gens qui se suicident, ils ne se suicident pas parce qu'en fait, ils ont envie de se suicider. En fait, ils se suicident parce qu'il y a un problème et ils veulent mettre fin à ce problème. Exactement. C'est ça la vraie raison du suicide. C'est pas parce que tu veux laisser tes proches, c'est pas parce que tu les aimes. Mais à un moment, tu en as marre d'une situation dont tu n'arrives plus à trouver la solution et tu te dis, la seule manière où je peux mettre fin au problème, faut que j'arrête tout. Faut que j'arrête tout. Tu vois, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais, c'est ça un peu moi parce que moi aussi T'as eu des pensées suicidaires. J'ai eu des pensées et des tentatives, mais ça c'est avant la maladie parce que comme je te disais, je souffrais de dépression et moi c'était plus en mode j'ai envie d'abréger mes souffrances. Moi c'était abréger mes souffrances. Je souffrais trop. En fait la douleur, en fait c'est carrément je caractérisais parce que la dépression les gens ne le comprennent pas forcément. Tu vois en fait toi tu souffres entre toi et toi-même. Tu sais c'est pas comme une blessure ou par exemple tu vois le cancer, on voit, il y a une masse, donc ça veut dire qu'on voit la boule. Mais tu vois quand par exemple la dépression c'est à l'intérieur. Ça veut dire que les gens ils vont te regarder, ils vont te dire mais bouge-toi, j'y arrive pas. Oui, c'est dedans. Genre, c'est comment je fais, j'arrive pas. Et même quand tu as envie de te lever et être bien, et en fait, ta tête, t'as toi et t'as une autre toi qui se battent, en fait. Et c'est dur, et les gens, ils comprennent pas forcément. Donc, ça veut dire, en fait, le truc, c'est que moi, pour caractériser, je disais, j'ai mal. La douleur, elle était tellement immense. Moi, je parle de immensité de la douleur, tellement la douleur était immense. Et moi, je voulais abréger cette douleur. J'ai plus envie d'avoir mal, en fait. Et surtout, je suis jeune. On me dit que j'ai toute la vie devant moi, mais le peu de temps que j'ai vécu... Mais justement, moi, c'est quand on me disait, t'as toute la vie devant toi, toute la vie devant moi, avec la douleur. Je refuse. Autant mieux nadailler. Mais autant nadailler. Autant nadailler. Là, j'en rigole parce que c'est passé, tu vois. Enfin, des fois, je peux avoir quelques idées quand je sais que ça commence à revenir. Je pars voir la psy ou j'essaye d'en parler, tu vois. Mais c'est plus comme avant où c'était, je prenais les médicaments, j'agissais en fait, tu vois. Avant, j'agissais plus. Maintenant, j'y pense. Mais ça arrive vite à partir de ma tête, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, je dis ça, tu vois, j'en rigole, tu vois. Mais avant, c'était vif. Oui, quoi, c'est clair. t'as toute la vie devant toi? Hein? Ouais, avec tout ça. Mais vas-y, lève-toi le matin, fais des choses que tu aimes. Mais comment tu fais si t'aimes rien? Oui, tu vois, ça, t'es dégoûté de la vie. Bien sûr. Donc, j'arrivais même plus à trouver mon bonheur, même en mes enfants, dis-toi. Tellement c'était... En fait, je me disais, je pense qu'ils seront mieux sans moi. Parce que moi, je souffre et je me dis, ça se voit qu'ils voient que je souffre. En fait, je me sentais comme un fardeau pour tout le monde, en fait. Donc, je me disais, en fait, si je pars, ils souffriront moins. Donc, en fait, en vrai des vrais, pourquoi je resterai encore là, tu vois? Et tu te dis, c'est injuste de leur faire vivre ça. Exactement. Ils n'ont rien demandé. Alors que je pense qu'ils souffriraient aussi beaucoup plus si je suis plus là aussi. Clair. Parce que je suis leur maman et personne ne les aimerait plus que moi. C'est clair. Exactement. Et pour revenir un peu, tu disais que voilà, tu as eu l'annonce et tout. Comment ton mari il a réagi? Comment il a réagi? Attends, si je m'en rappelle bien, on était ensemble et on est parti dans la voiture. Je pense parce qu'en fait... C'était avant ton mariage, ça, du coup? Non, c'était après. Non, c'était après. C'était en 2024, du coup, début de cette année. Et mon mariage, c'était en août 2023. Ok. Et parce qu'en fait, quand notre dernier rendez-vous, j'ai fait la biopsie. Lui disait, vas-y, arrête de pleurer, parce que moi, j'étais trop triste. Arrête de pleurer, c'est pas ça, toi, t'es trop dramatique et tout. Drama queen. Ouais, voilà, nous c'est autres, ça. là. Genre, tu pleures trop, t'es trop dramatique, c'est pas ça et tout. Toi, toujours, tu penses aux choses les plus pires et tout. Exactement. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, il m'a crié. Ça va. Ma bouche. C'est ma bouche. Je ferme seulement la bouche. Et quand on a su ça, en fait, je crois que même lui, il était débordé, en fait. Ouais, je pense que c'est plus ça. Il était genre en mode encore. En fait, même lui, il s'est dit, mais en fait, la vie, elle est trop injuste. Genre, elle est trop injuste. Comment... Je me rappelle qu'il m'a dit ces mots, genre, comment Dieu, il peut te laisser, genre, souffrir encore. Genre, tu viens de sortir d'une galère, tu viens de sortir... on a eu un mariage et un après-mariage qui est compliqué. Tu te dis que c'est ton année et il t'arrive encore ça, en fait. Au final... il veut, enfin, qu'est-ce que la vie, elle veut quoi, en fait, tu vois. Et lui-même, en fait, sa phrase, c'était vraiment... pourquoi pas moi? Genre, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi qui ai cette maladie? Pourquoi c'est toujours toi? En fait, il était, je pense, en colère. Je pense que c'est la colère que j'ai vue en premier, tu vois, avant même la tristesse ou quoi. Parce que, il pouvait pas être triste. J'étais là, j'étais déjà triste. Et, lui, il était beaucoup plus en colère. Il trouvait ça injuste. Moi, j'ai une question qui me vient. Comment s'est passé le retour à la maison après l'annonce? Ça devait être dur avec les enfants. Tu les as regardés. En fait,
quand on entend le mot cancer, directement on pense à la mort. Moi, c'est à ça que j'ai pensé directement. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit que même si ça reste qu'une boule qu'on va enlever, on parle de réémission de 10 ans, on parle du fait que ça peut revenir et tout, qu'il faut faire attention. J'ai des contrôles tout le temps et tout, etc. Donc, je me dis, moi, je pense à la mort parce que je me dis que à partir du moment où tu as la cellule cancérigène dans ton corps, ça peut revenir à tout moment. Oui, ça peut aller partout dans le corps. Exactement. Autant les cheveux que le sang. Et je me dis que là, c'est venu et j'ai vu. Mais la prochaine fois, peut-être que je pourrais pas voir. Donc déjà, ça te rend parano. Oui. Et en plus de ça, tu rentres et tu vois tes enfants. Tu vois tout ce que tu as accompli, les choses que tu devais faire. Cette année que tu voyais plutôt positive. Et là, ça vient mettre un stop. Ouais, c'est vraiment comme ça en plus que je le catégorise. Là, ma vie, pour moi, depuis l'annonce de la maladie, elle a été en stop, en pause. Et j'ai pas encore su la mettre play. Genre, j'ai pas su la redémarrer encore. C'est plus ça. Et est-ce que, parce que tu disais, là, si la prochaine fois ça arrive ou autre, ce que je ne souhaite pas au nom de Jésus. Ouais, c'est la première et la dernière fois. Tu es miraculeuse de ça. Et puis, on va passer à autre chose. C'est ton histoire, c'est ton témoignage. Et tu sais que, on aime souvent dire que Dieu permet certaines épreuves parce qu'il sait que tu es forte et tout. Moi, cette phrase, j'aime pas trop parce que Dieu sait que je suis fort. En fait, il y a des limites. C'est bon, il y a des limites. Tu vois ce que je veux dire? On a assez montré notre force maintenant, un peu la paix. Exactement. Mais tu sais, dans le parcours de Dieu, il lève le soleil pour les justes et pour les méchants. Et des fois, Dieu te permet certaines situations à toi parce qu'il veut... Tu sais que tu es exposé et toi, tu es le meilleur exemple pour les autres. Il y en a qui sont dans le secret, qui vivent la même chose que toi, mais ils n'ont pas la voix pour témoigner ce que toi, tu vis. Ouais, quand je parle de témoignage, c'est pas forcément spirituel, mais pouvoir mettre des mots sur la souffrance de ce que vous vivez. Regarde ta maladie, je vais pas dire ta maladie, la maladie que tu as eue, on va la mettre au passé, que tu as eue, c'est déjà un cas extrêmement rare, tu vois. Qui aurait pu un jour imaginer qu'il y a cette maladie dans le monde? Malheureusement, c'est tombé sur toi, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu vois. Parce que moi, quand j'écoutais ton témoignage, tu parlais beaucoup de Dieu, d'où le pourquoi je te le parle aussi avec autant d'aisance, c'est parce que j'ai vu que malgré ça, tu te bats pour ta foi, pour pas l'abandonner. Non. Parce qu'en fait, même avant, j'ai eu du mal en fait à m'accrocher. J'ai réussi en fait un peu à m'accrocher. Je suis pas à 100%, tu vois, je suis pas normal. À 100% dans la foi. Mais en fait, le peu que j'ai pas envie de le laisser parce que je sais qu'après, je vais devoir me rebattre pour rentrer dedans. Et ça va être encore 2 fois plus dur, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il te faut une foi comme un grain de sel. C'est ce que la Bible nous dit, juste la foi d'un grain de sel, ça suffit. Ouais, oui, c'est ça. Donc ça veut dire que même si je sais que j'ai été très en colère contre Dieu, très. Et ça se comprend. Ouais, que personne ne te mente. T'as raison. T'as raison. Ah oui, j'ai été en colère. Mais en fait, le truc, c'est que malgré la colère, j'ai quand même continué à prier, pas tout le temps. Je continue quand même à prier et à penser dans mon cœur, genre, parce que moi, des fois, je prie pas forcément. Bon, je vais prier, mais je parle beaucoup à moi-même. C'est déjà très avec bien. Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, le truc, c'est que j'ai quand même continué à avoir cette relation en interne, malgré le fait que j'avais ma tête qui me disait que pourquoi tu continues à prier? Il t'a abandonné en fait. Il s'en fout. Moi, en fait, c'était ça que je disais beaucoup en fait. En fait, il s'en fout de moi en fait. Il m'a pas entendu. Il a pas entendu que j'avais dit que 2024 c'était mon année. Ça s'entend. Entendu. Ça s'entend. Et c'était plus ça en fait. Et c'était quoi les symptômes? Il n'y a eu aucun symptôme par rapport à tout ça? Aucun. Zéro. T'avais pas des fièvres, mal de tête? Du coup, en fait, le truc, c'est que je sais pas, en fait. Peut-être que j'ai eu quelque chose. Parce qu'en fait, moi, le chirurgien, il m'a dit que, en fait, la masse que j'ai eue, comme elle était grosse, elle faisait la taille d'un cœur. Elle était énorme. Seigneur. Et en fait, le truc, c'est que elle a dit que la taille que ça se voit que c'était là depuis longtemps et que je l'ai pas vu. Ça a grossi, petit à petit, tu vois. Et heureusement que je l'ai vu maintenant, parce que si je l'aurais vu peut-être un peu plus tard, ça aurait été pire, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, moi, je me suis dit, ah d'accord, elle était déjà grosse, donc ça veut dire que si j'aurais attendu un peu plus, ça aurait été con, en fait. Et je me dis, heureusement, quoi. Et après tout ça, du coup, tu as eu l'accompagnement au niveau des hôpitaux, etc. Tu as fait de la chimio? Non, pas de la chimio. Alors, au tout début, j'ai eu en avril, donc le 22 avril précisément, j'ai eu mon opération, parce que fallait enlever la tumeur. J'ai eu l'opération, on m'a enlevé la tumeur avec du muscle, donc ça veut dire que je pouvais plus utiliser mon bras comme avant, encore maintenant.
Donc, j'ai eu l'opération et ensuite, en juillet, j'ai commencé la radiothérapie. Donc, j'avais 33 séances de radiothérapie à faire tous les jours. Ouais. C'était incroyable. Donc, ça veut dire que j'ai pas eu forcément de vacances. Mes enfants n'ont pas eu aussi. Et en fait, ça a eu énormément d'impact pour tout le monde parce qu'en fait, pendant que les gens, c'est l'été, c'est les vacances, c'est good vibe et tout, etc. Non, moi, je suis à l'hôpital tous les jours. Exactement. Donc, j'avais 33 séances. Tous les jours, il fallait que j'y aille. Donc, je faisais l'aller-retour de chez moi, hôpital. Il n'y avait que le samedi, dimanche, du coup, que je n'allais pas parce que c'était fermé. Mais 33 séances, c'est énorme. Et j'ai fini précisément le 17 septembre. Wow. Parce que des fois, eux aussi, ils avaient des jours où ils n'étaient pas là, les machines où elles ne marchaient pas et tout. Donc, j'ai fini en début septembre. Et après, voilà. Et en plus, moi, je voyais tes stories, il y a des jours où tout allait bien et tu as des jours où tu venais, tu disais aujourd'hui ça va pas. Ouais, ça va pas. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que en fait, au tout début, tu peux partir, en fait, c'est parce que la radiothérapie aussi, on parle de la radiothérapie et la chimio. On dit souvent que la chimio, c'est quelque chose de grave. Mais moi, de ce que mon médecin, en fait, mon oncologue m'a expliqué, il m'a dit qu'en fait, eux, ils disent que c'est pas grave pour essayer de déculpabiliser le patient. C'est pour normal. essayer de dire qu'il y a une différence entre la radiothérapie et la chimio qui, elle, est des médicaments et que ça attaque tout le corps. Alors que la radiothérapie, ça attaque une partie précise, mais ça a quand même des effets secondaires. Donc moi, j'en ai eu énormément. J'ai eu la fatigue, j'ai eu les nausées, j'ai eu les vomissements, j'ai eu la fièvre, je me suis brûlée aussi, ça m'a brûlé au premier degré aussi au niveau de l'épaule. Donc il y avait un moment où je devais arrêter parce que j'étais ouverte, je saignais et tout, etc. Donc ça m'a brûlée. Toute la zone est noircie. Donc ça veut dire que tout ce qui est maillot de bain et tout, etc. Même pas les décolletés, mais les petits sanglés et tout. Oui, ça, tu peux pas. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que ça a un impact à l'intérieur, à l'extérieur, physiquement ça et se mentalement. Moi, c'est ça, en fait, le ça pire. se voit. C'est que des fois, tu as l'impression que tu n'as rien. Et puis, dès que tu enlèves tout, tu vois en plus, moi, j'ai une grosse cicatrice. Elle part de là jusqu'à ici. Wow. Donc, ça fait tout le trait comme ça. Et c'est imposant. Et tu vois, même, il y a un moment, pour un an de mariage, j'ai fuyé de la radiothérapie. Faut pas le faire. Faut pas le faire, hein, pardon. J'ai fuyé 2-3 jours et je suis partie à la plage. Et en fait, c'est la première chose que les gens y voient. Les gens, ils te regardent même plus dans les yeux, en fait. Oui. Ils regardent directement ta cicatrice. On regarde directement ta différence. Exactement. C'est la première chose que les gens regardent. Et carrément, il y a même quelqu'un, j'ai fait une activité aquatique qui m'a demandé, sans indiscrétion et tout, qu'est-ce que tu as eu et tout, tu as eu un accident. Et je dis non, c'est un cancer. Waouh. T'as quel âge? Directement. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Et t'arrives quand même à venir à la plage et tout. Et ça m'a mis un coup, en fait, parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils le voient. J'ai l'impression qu'il y avait écrit malade sur mon front. Je me suis dit, en fait, les gens, ils voient, je suis autre chose, je peux rire et tout. Mais non, les gens, ils voyaient malade sur mon front. Wow. Et après, quand c'est fini, ouais. En fait, c'est dur parce qu'en fait, c'est tous les jours. En fait, tous les jours, la radiothérapie te rappelle que tu es malade. Tous les jours, tu dois te réveiller, tu dois aller, tu passes sous la machine. Et puis, en plus, c'est une machine où tu es un peu enfermé, tu as un sorte de masque et tu dois pas bouger et tout, etc. Et pendant que tu bouges pas, ça dure 20 minutes. Wow. C'est long. Tu réfléchis. En fait, tu es en dessous de la machine, tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Comment ça a pu m'arriver? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit des choses qui s'est retourné contre moi? Il y a trop de questions. Exactement. Qu'est-ce que je fais ici et tout, etc. Et puis, je suis fatiguée. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses. C'est les vacances. Il y a énormément de choses que je peux plus faire avec mes enfants. Donc, ils se posent des questions et tout. Et puis après, mon couple aussi, il prend quand même un coup. Et donc, en fait, tu es là. Et puis, au bout d'un moment, tu craques, en fait. Je me rappelle un jour, je suis partie en radiothérapie. Pendant la radio, je pleurais. Dès qu'ils m'ont sorti de la machine, ils m'ont regardé. Ok, bon, il faut que j'aille voir un psy. Directement, on va y voir un psy. Et ça m'a fait du bien, franchement, de parler. Tu disais que ton couple prend un coup. Et c'est quoi les réalités qui se passent? Parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Qu'est-ce qui se passe dans le couple quand il y a un malade? Parce qu'en fait, déjà, il y a le malade. Oui. Il faut soutenir le malade, déjà dans un premier temps. Mais quand toi, tu dois soutenir le malade, le fait de voir la personne que tu aimes malade, et en fait, je pense que ça fait mal, en fait. Ça te fait mal parce que, déjà, de un, tu peux pas verbaliser parce que c'est pas toi qui es malade. Donc, c'est-à-dire, tu dois te taire, tu dois rien dire. Tu dois être là et être là pour la personne. T'es fatigué, toi aussi, t'es pas bien, en fait. T'en prends un coup, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu te dis,
pourquoi? En fait, c'est la personne que t'aimes en face de toi que tu vois en train de souffrir. Et combien de temps ça va durer? Exactement. Et des fois, tu as envie de dire, purée, donne-moi un peu ta douleur, au moins quelques secondes, que je la prenne et que tu puisses respirer, souffler, tu vois. Tu vois la personne de toi qui est là, qui est en train de pleurer tout le temps, qui est pas bien, fatiguée, elle a des nausées, elle mange pas, elle maigrit, elle a sa cicatrice qui est là, il y a des choses que tu veux faire que tu ne peux pas faire. Et puis on est jeune. C'est les vacances, tu vois les autres, ils partent en vacances, qui s'amusent, ils vivent leur vie, et pendant que toi, tu es en train de vivre une maladie. En fait, c'est aussi jeune vivre des choses comme ça, même si la maladie, ça n'a pas d'âge, tu vois, ça n'a pas d'âge, ça arrive à tout le monde, on ne sait pas, tu vois. Mais tu te dis, à ton âge, toi, tu es en train de vivre quelque chose comme ça. Et je pense que c'est pas que ça, c'est le fait d'avoir vécu aussi tout ce qu'on a vécu avant. En fait, c'était des coups. Je crois que c'est des coups en fait, qu'on a eu. À chaque fois, on a un coup, on se relève. On a un coup, on se relève. Au bout d'un moment, on a envie de rester un peu en bas et on n'a plus envie de se relever, quoi. La question, c'est qu'est-ce que vous avez vécu finalement? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis, oui, on a vécu des choses. Déjà, en fait, déjà, le mariage. Déjà, les combats du mariage. Ah ouais, c'est dingue, les gars. Les gars, les combats du mariage, là, je peux pleurer, c'est réel. Non, mais parce qu'en fait, moi, c'est ce que je me dis. Moi, je dis à chaque fois, si on me redit de me marier, je ne me marierai pas. Je te crois. Soit je me marie jeudi pour vendredi, comme ça, on n'a pas le temps de faire. Même jeudi pour vendredi, il y aura quand même des combats. Mais non, c'est beaucoup. Il y a énormément. C'est trop dur. La préparation du mariage, c'est trop dur. Et justement, quand on se dit qu'on va se marier, et puis c'est fini, on souffle, on est marié, tout ça, c'est fini. Et après, il y a encore d'autres combats qui arrivent. T'imagines, pour des personnes qui sont déjà fatiguées et en fait, on a eu besoin en fait, de souffler, de passer à autre chose. En fait. On a galéré. Dieu merci, ce n'était pas financièrement parce que moi, je me rappelle avec Melchior, on disait bon, qu'est-ce qu'on aura comme combat? Parce que les gens, quand ils parlent de combat, ils parlent de l'argent. Financièrement, nous, on a Dieu merci. On va tout payer. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme combat? La vie nous a montré que c'est pas que l'argent qui peut t'affaiblir. Je t'ai dit. Ah non, ça a été dur. Dans la famille, pour la famille, les préparations, l'entourage, c'est dur. Et puis même les prestataires et tout. En fait, les combats viennent de partout. Des gens même que tu n'imagines même pas. C'est ça, ça vient de partout. C'est ça qui est ouf. En fait, à partir du moment où tu penses mariage dans ta tête, tu as plein de pensées qui arrivent. Est-ce que vraiment tu dois le faire? Est-ce que ceci... Déjà, tu combats avec tes pensées. Et quand tu le confesses de ta bouche, je vais me malangaï. Ça, c'est là que ça commence. En fait. Non, attends, il y a le moment où tu confesses et il y a le moment où tu annonces la date. Et là, les combats montent encore plus ça triple. Entre les réclamations de la famille de là-bas, de ceci, tout le monde se mélange. Mais et je dis, les gars, on est là pour s'enjailler, en fait. C'est une bénédiction. Et puis au final... c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Et tu as même l'entourage qui vient tout casser. En fait, c'est des gens, tu dis, tout le monde sauf toi. Mais tu sais que c'est toujours comme ça, mais après, quand eux, ils commencent à préparer le leur, maman, c'est là qu'ils voient. On va se voir. Tu as les leurs. Ah, mais oui, c'est là qu'ils voient, en fait. Et puis après, ça revient en mode... Ah ouais, t'avais raison. Ben oui. Et c'est pas que seulement pour le mariage, par exemple, pour les enfants. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma fille, parce que je l'ai eu tôt, tu vois, je l'ai eu à 20 ans, 21 ans, je ne sais plus. Et tu sais, au tout début, tu sais, on est jeune. Ah ouais, t'es maman tôt, t'as des amis qui te lâchent, t'en as qui te parlent plus, et tout, etc. Même pas. Exactement. Genre, t'as un enfant, genre en mode, t'es devenue une vas-y, toi. Et quand elle tombe enceinte. Et puis, tu reviens me voir parce que toi et moi, maintenant, on a des choses en commun. T'as oublié quand tu m'avais rejeté? Je te dis. Allez. Voilà, Ah oui, allez, quitte. Je te dis. Ah ben oui. Et donc, du coup, les combats du mariage, déjà, c'est dur. Tu sors du mariage, encore, t'as des problèmes. Avec ce qui se passe sur les réseaux. Et puis ça s'est pas terminé que sur les réseaux parce qu'en fait le problème qu'il y a eu, comme je disais sur la vidéo, ça a touché notre sphère privée. Tu vois, des fois quand t'as des sauces, t'as des choses sur les réseaux sociaux, parce que moi c'est pas ma première sauce, tu vois. J'ai eu d'autres sauces. Et comme tout le monde, tu sais, quand ça reste que sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. C'est que du virtuel, t'éteins ton téléphone, c'est fini. Quand ça vient de la vie réelle. Mais quand t'éteins ton téléphone et même quand tu l'éteins, c'est aussi là, tu vois. Et c'est là où tu vois que vraiment, là, ça commence à vraiment aller loin. Attends, pardon. Sauce, parce que je sais qu'il y a mes tantes qui regardent mes vidéos. Sauce, c'est miniature, c'est ça. Mathieu, la miniature, c'est ça, sauce. Voilà. Ah oui, ça c'est pour les vraiment... Oui, voilà. Les personnes un peu âgées. Voilà. Mathieu, la miniature. Vraiment. Donc, Mathieu, la miniature. Vraiment. Okay, on l'a mis dans la pancarte, là. Vraiment, voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça a touché notre sphère privée. Donc, ça fait que ça a causé des soucis pas dans notre famille, mais
notre entourage, les amis et tout. Et tu vois, comme quand tu te maries, tu sais, t'as les garçons, filles d'honneur. Souvent, quand tu passes le mariage, c'est avec eux qu'on est là, on se remémore. Oui. Rappelle-toi la Corée, les tout, Corées, etc. Les répètes, exactement, on en parle. Et puis, tu vois, on est encore dans le petit nuage. Notre nuage, il est bien tombé. Et puis, nous aussi, on avait notre lune de miel après. Donc, on devait partir le cœur lourd. On est parti le cœur lourd. On a tout coupé pour essayer de profiter un peu. Mais on savait qu'il y avait quand même ce qui se passait là-bas, tu vois, sur Paris. Donc, on a profité au mieux qu'on pouvait, mais c'est vrai qu'on est parti le cœur lourd. Et ça veut dire, pour un peu éclaircir, en gros, vous vous êtes mariés et on s'est attaqué à vous par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais. En fait, je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte avec les réseaux sociaux. Les gens ont cette facilité de donner des avis, de critiquer, de juger des gens qui n'ont même pas vu, qui ne connaissent pas. Mais c'est pas ça le pire. C'est que le pire, c'est que comment vous pouvez juger à partir d'une version. Et c'est ce qu'on voit tout le temps, en fait. Si tu vois bien sur les réseaux, à chaque fois qu'il y a des problèmes, genre, ils vont écouter une version, ils vont parler. Dès qu'ils écoutent l'autre version, allez, change. Ils parlent, ils réécoutent. Ils alimentent aussi. En fait, le truc, c'est qu'en fait, c'est des personnes, on dirait, qui ne sont pas fixes. Tu vois, autant mieux attendre les deux versions. Ok, t'entends la version de la personne A, B. Ok, on se pose. Si vous voulez, parce que c'est leur travail, on se pose et puis on discute. Tu vois, discute. Dans tout ça même, est-ce qu'on a besoin d'écouter les versions des gens, les problèmes des gens? Vraiment? Est-ce qu'on a besoin d'écouter ce qui réellement s'est passé? Parce que dans tous les cas, il y en aura toujours et toujours et toujours. On alimente le truc, mais en alimentant, il y a des familles. Exactement. Il y a des enfants. Il y a des parents. Et si moi, je dois, avec la petite voix que j'ai, si je peux dire quelque chose, faites attention parce que sur les réseaux sociaux, tout reste. Et les enfants grandissent, ils voient. Ouais. Je ne suis pas en train de donner tort ou raison à une personne, mais retenez juste que tout reste. Et imagine un jour, ton enfant s'assoit et on lui dit, mais attends, c'est pas ta daronne là qui est là? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Si vous avez la capacité de gérer ça en off, faites-le, tu vois. Mais les réseaux sociaux, c'est dangereux. Et surtout qu'en plus, à partir du moment où une personne parle, l'harcèlement. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est pas seulement l'harcèlement, l'acharnement. Tu vois qu'il y a des personnes qui parlent et des fois, tu pètes ta tête, t'as envie de parler parce que des fois, les choses qui sortent, tu te dis, mais... Arrêtez. Genre, comment moi, je peux faire ça, genre tu vois, genre tu vois un tel il dit ça et carrément tu deviens folle. Et ce que tu as envie de faire, c'est alimenter, parler pour te défendre, tu vois. Oui, c'est Sauf normal. que si tu te défends, ça veut dire que tu rajoutes une couche. Allez, l'autre adversaire, elle vient, elle parle. Et puis au final, c'est un jeu sans fin en fait. Un tel parle, toi tu parles. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait du mal que ça peut causer à une personne? Moi, ça va, heureusement que j'ai ma famille, j'ai mon mari qui est là pour me soutenir, bien entouré de ma famille. Tu vois, moi j'ai eu pas mal de soucis avec les amis et tout. Il m'en reste quand même quelques-unes, mais voilà, tu vois. Mais heureusement que j'ai mes sœurs, parce que moi, nous, on n'est que des filles. On est 6. Et donc, j'ai que 5 sœurs. Donc, c'est mes copines, en fait, tu vois. Et heureusement qu'elles ont été là. C'est la meilleure chose, vraiment. Franchement, avant, je ne m'en rendais pas compte, mais maintenant, je le savoure. Et franchement... je suis très bien comme ça. Franchement, au tout début, je me disais, bon, c'est mes sœurs et tout. Ils ont un peu leur jardin secret aussi. Ils ont leurs copines. Je ne veux pas trop être trop proche. Mais en fait, c'est la meilleure des choses. Même si on est des filles, on s'équerelle un peu. C'est ça, c'est la famille. C'est logique, bien sûr. Et le truc, c'est de se dire que, imagine, ces personnes-là, ils sont pas là. Tu t'imagines, tu vois les gens comment ils se suicident, les gens qui partent et qui tombent en dépression, des gens qui sont pas bien, qui perdent qui mettent fin à leur vie et tout, etc. à cause des choses comme ça. Alors que c'est des choses peut-être simples, des histoires qui auraient pu être réglées en interne. C'est ça en fait le pire. Toi, tu penses que moi, j'ai dit peut-être quelque chose sur toi. Pourquoi tu m'envoies pas un message? Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Alors que toi et moi, on discute, on a discuté, on a été amis. Pourquoi toi, tu viens pas et tu m'envoies un message pour me demander s'il y a quelque chose qui va pas? Les réseaux, maintenant, c'est tellement devenu facile pour tout le monde. Et en fait, les gens, ils y pensent pas. Et en plus, le truc, c'est que quand tu commences à devenir un peu fragile par rapport à ce qui se dit, directement, ça t'attaque aussi. Tu parles, ça t'attaque. Tu parles pas, ça t'attaque, t'es faible. Tu parles, t'es une gang et tout, mais ça fait encore des histoires, elle a une grande gueule. Tu parles pas, on t'attaque. Tu restes dans ton coin, on t'attaque. Au final, peu importe quelle réaction que tu rends, on va t'attaquer. Et dans tous les cas, et en plus, ça finit toujours par toucher la famille, ça va toucher ton conjoint, ça va toucher tes enfants, ça va toucher tes parents, ça va toucher tes sœurs. Tout le monde voudra défendre la personne qui leur est précieuse et c'est normal. C'est normal de l'autre côté aussi. Eux, s'ils font quelque chose, leur femme aussi va rentrer et tout. Et ça continue à alimenter la sauce. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux dire à ces personnes qui déjà, on va s'adresser déjà aux personnes qui sont victimes d'harcèlement?
de diffamation, de toutes ces choses? Bah, déjà, dans un premier point, c'est de se dire que les réseaux, c'est quand on se dit les réseaux, c'est pas la vraie vie. Des fois, quand on est dans une situation comme ça, ce mot-là, en fait, il fait pas tilt. Mais je vous jure, c'est quoi, 24, 48 heures, peut-être une semaine. Et puis après, les gens, ils passent à autre chose. C'est pour vous dire vraiment vous traitez ma cam sous micro. Mais c'est un truc, en fait, c'est un jour, un nouveau dossier. Carrément, c'est devenu une ref. Alors que normalement, de base, un jour, un nouveau dossier, c'est drôle. C'est pas drôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, c'est devenu une ref, on en rigole. Un jour, un nouveau dossier. Ouais, on se réveille, un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Alors que c'est un nouveau dossier, c'est encore une personne qui va être harcelée, c'est encore une personne qui va être dans le mal. Qui risque de se suicider. Exactement, c'est encore une vie qu'on va peut-être perdre. Et c'est quand que ce sera fini, en fait. Et le jour où ça va t'arriver, et là, tu vas te rappeler, oh purée, j'ai parlé ce jour-là. J'ai du sang entre les mains. Si une personne se suicide, croyez-moi que vous avez du sang entre c'est ça, en fait. les mains. Si vous êtes victime de toutes ces choses-là, n'hésitez pas à en parler. Trouvez des personnes de confiance, je vous en supplie. Je vais te poser la question par rapport au psy que tu as eu à suivre, mais allez voir des psys, allez voir vos proches, confiez-vous, ne gardez pas pour vous. Vous savez, garder beaucoup de choses peut provoquer d'autres maladies dont vous n'avez même pas conscience. Je sais que c'est difficile de prendre la parole quand tout le monde est contre vous. Contre toi. C'est trop facile quand tout le monde est pour toi. Mais, les amis, ne gardez pas pour vous. Parlez pas forcément sur Internet, mais allez voir des personnes qui, lorsque vous allez leur parler, ne vont pas vous juger, vont essayer de vous comprendre et qui auront les bons mots, qui vont pas venir prendre des informations, qui vont pas venir vous poser des questions. Ça va pour s'informer, mais ça va pour se soucier de vous, pour qu'on essaie de trouver une solution. Ah oui, et c'est surtout, ça va être dur sur le moment, mais... Après, ça passe. Ouais, c'est un vent, ça va passer. Ça passe. Ça demande juste d'avoir un mental d'acier. C'est ça, d'avoir un mental d'acier et surtout de boucher ses oreilles. Ouais. De boucher ses oreilles, fermer ses yeux. Comme dans le mariage, carrément, ferme les oreilles parce que c'est chaud. Exactement. Moi, ce que je faisais pendant tout ça, des fois, je regardais des séries et puis je pensais à autre chose, je sortais. Tu vois, en fait, c'est comme si, c'est à partir du moment où tu coupes ton téléphone, quand il y a des problèmes sur les réseaux, mais c'est comme si, en fait, en vrai des vrais, il se passe rien, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand vraiment tes proches sont vraiment des personnes qui sont bienveillants, qui viennent pas forcément te rapporter et tout. Ne rapportez pas, parce que des fois, ça crée autre chose. Mais oui, mais quand vous venez rapporter, au final, ça sert à quoi? Des captures d'écran et tout. Gardez pour Regardez, vous. elle a dit ça. Ouais, franchement. Qu'est-ce que je vais en faire au final? Ça va m'apporter quoi? Tu supprimes Twitter, tu supprimes TikTok, tu supprimes Snap. Et puis tu fais ta vie. Ouais, voilà. Une semaine, un mois après, tu retélécharges. Ouais, et c'est fini. Quand tu sens que c'est bon, que tu as la capacité de revenir. Tu passes autre chose sans forcément faire un retour et de parler de tout ça, mais tu reviens comme si de rien n'était. Exactement. Et tout passe. Moi, c'est vraiment ça le mot que je dirais, c'est que vraiment, ça finit par passer. Même si ça peut créer des traumatismes, des choses, ça reste dans ta tête et tout, etc. Mais en tout cas, ça reste dans ta tête à toi. Maintenant, ça devient ton combat à toi-même. Mais en tout cas, sur les réseaux, les gens, ils sont déjà passés à autre chose, en fait. Et les personnes qui t'ont fait du mal, est-ce que tu as quelque chose à dire? Sans forcément viser quelqu'un, mais de manière générale. De manière générale, je dirais que, en fait, je vais regarder la caméra. Ouais, regarde bien la caméra, s'il te plaît. Vous vous rendez pas compte à quel point vous m'avez rendue encore plus forte. C'est bien. Ah, mais oui. Non, mais c'est pour dire que, sur le coup, ça fait mal, mais on en tire toujours des leçons. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, je comprends. Et moi, je pense que en vrai, même si ça m'a fait mal, ça a été dur, je pense que tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pas été maintenant la Kim beaucoup plus forte. Et je dis beaucoup plus forte parce qu'avant, j'étais beaucoup... En fait, tout ce que les gens disaient, ça m'allait droit dans le cœur. J'avais tout le temps besoin, en fait, de l'approbation des gens pour valider ce que moi j'étais, ma personne. Mais maintenant, en fait, j'arrive maintenant à me suffire déjà à moi-même. Parce qu'avant, j'avais aussi un peu de dépendance affective, tu vois, auprès des amis et tout, etc. Et ça, c'était dû à quoi? Est-ce que tu sais? L'abandon de mon père, ça... c'est ça qui a vraiment créé la plus grosse dépendance affective que j'ai eue. Et je cherchais en fait constamment l'amour auprès des gens. Donc pas seulement auprès des mecs, mais surtout auprès des amis. J'ai eu une énorme dépendance affective auprès des amis. Donc ça veut dire que je voulais souvent être beaucoup entourée, parce que je me disais que plus j'étais entourée, moins j'allais me sentir seule en fait, tu vois. Alors que quand tu grandis, ça c'est bien quand t'es jeune, tu vois, quand on est jeune, on sort et tout. Mais quand tu grandis, après au final, tout le monde a sa vie, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça c'était un peu des choses qui me faisaient un peu de mal, tu vois, du fait de savoir que des fois on se calculait pas et tout. Un tel parlait sur moi alors que y avait rien. Oh, ça me tuait en mille. Ça me tuait en mille parce qu'en fait moi la question c'est surtout de me demander pourquoi. Je me dis mais je suis pas méchante. Je suis pas méchante, je suis pas mauvaise. Enfin je suis là moi, en plus je suis beaucoup cadeau et tout. Quand j'ai des proches, j'aime beaucoup les aider et tout.
qu'est-ce qui s'est passé, genre. Et ça fait, pour quelqu'un qui a de la dépendance affective, ça fait encore 2 fois plus mal. Ça alimente plus qu'autre chose. Exactement. Et donc, du coup, déjà, j'ai plus de la dépendance affective et je suis plus forte. Genre, maintenant, j'ai les pieds sur terre et je suis beaucoup plus en mode, j'arrive à relativiser. Ça veut dire que j'arrive à me dire que, ok, s'il y a eu ça, c'est pas grave. Et passer à autre chose aussi, tu vois. Pas rester sur les choses, avoir mal et tout, rester sur une histoire, mais j'arrive à passer à autre chose. En gros, ça m'a rendue beaucoup plus forte. J'ai une question à te poser. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu les as pardonnés? Non. Non. Qui? Les personnes qui t'ont fait du mal de manière générale, hein. Pas forcément une personne en particulier, mais en général. Ouais, en général, je parlerai pas que des réseaux, oui, un peu de tout. Oui, de tout, de tout. Je pense que j'ai oublié. Pas oublié vraiment, mais je pense que j'ai balayé ça, mais les pardonner, je sais pas. Je pense pas. Ça prendra le temps qu'il faut. Voilà, c'est ça. Mais j'ai déjà, je suis apte à les pardonner. Oui, je pense que c'est déjà un grand pas que j'ai fait parce qu'avant, c'était négatif. Je voulais plus entendre parler de vous et tout. Et je prononçais même pas leur prénom. Mais maintenant, j'arrive à en parler sans pour autant que ça me fasse mal ou que ça me mette en colère. J'arrive à en parler genre normalement. Mais par contre, pardonner, je sais pas. Je pense pas encore. Vraiment. Pardonne. Ouais, je sais que c'est très dur, hein. C'est tout un exercice, ça va te libérer. Avec ce que tu as vécu, la maladie et toutes ces choses, je pense que tu as bien compris qu'il y a beaucoup plus grave que de retenir des gens dans leur cœur. Je vais te donner le témoignage d'un de mes amis, mon frère, il s'appelle Dorian Menzi, si tu me suis. Il avait quelqu'un avec qui il était en colère contre cette personne pendant des années, et cette chose-là l'a ramené sur le lit d'hôpital. Il allait mourir. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il a gardé quelqu'un dans son cœur. Il avait du mal à pardonner. La colère, l'amertume, le stress, l'angoisse, ça ramène autre chose. Tout à l'heure, on en parle en off. Ça peut te ramener des AVC, ça peut alimenter d'autres maladies qui sont dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Ça a créé cette frustration, cette colère, cette haine. Tu y penses pas forcément dans ta tête, mais le jour... Quand on te parle de cette personne, tu vois, t'as vu ton expression. Est-ce que tu as senti ma respiration? Tu vois, mais ça, c'était beaucoup plus avant. Là début 2024, c'était... Quand on me parlait, j'étais tendue, mais vraiment, mais là... Pardonne. Ouais, mais c'est ça. Mais parce qu'en plus, moi, je dirais plus qu'aussi le poids dans le cœur. Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais vraiment ce sentiment que mon cœur était lourd. Oui, et c'est normal. Il pesait, je marchais, j'ai l'impression que je trimballais 3 tonnes. C'est ça. C'est lourd. C'est lourd, décharge. Et puis quand t'as l'impression qu'après, t'es en train de laisser. Hein, comme on dit les causes tchanassé. Petit à petit, après. Ah ouais. Ton mari, il est plus important que ça. Tes enfants sont plus importants. Tes business, tu es en train de bénir. Mais oui, ta santé. Tu as besoin de ta restauration. Mais parce qu'en plus, totale. Dis-toi, c'est que quand j'ai eu ça, quand j'ai appris pour ma maladie, et souvent. La maladie, pas ma maladie. La maladie. Enlève ça, pardon. La maladie. Et au tout début, on me disait tout le temps, parce que moi, j'étais quelqu'un de très angoissé, stressé. Et je souffre d'anxiété aussi. Tu vois. Et en fait, au tout début, on me faisait culpabiliser un peu. Et c'est un peu ma famille et puis les gens autour de moi. Parce qu'en fait, inconsciemment, c'était pas volontaire. Mais ils me disaient à chaque fois, tu stresses trop, t'es trop anxieuse. Parce que moi, je fais vraiment des crises d'angoisse, genre des vraies crises d'angoisse. Et moi, je pensais que j'avais eu la tumeur à cause de l'angoisse. Parce que les gens disent que des fois, quand tu as le stress, l'angoisse et tout, ça favorise en fait les cancers et toutes les maladies, tout ça. Et donc là, quand on m'a dit ça, j'ai dit, à cause de moi-même. Mais tu sais que c'est possible. Hein. C'est pour ça que je te demandais les symptômes. Mais mon médecin m'a beaucoup fait déculpabiliser dans le sens où ça peut être ça, mais ça peut être aussi la faute à pas de chance. Oui, c'est ça. Ouais, mais dis-toi que ça peut alimenter ça. Donc c'est pour ça maintenant. C'est pour ça. On va rentrer nouvelle année 2025. C'est pour ça. Tu vois, on a besoin mais carrément, même 2025, j'ai même pas envie de dire 2020. J'ai l'impression que je me porte l'œil. J'ai pas envie de dire 2025. Non, il n'y a pas de porte l'œil. J'attends seulement, je rentre. Tu vis ce qui arrive, tu prends entre tes mains et tu profites de la chose. Et comment tu gères tes anxiétés, comment tu gères l'anxiété, le stress et toutes ces choses-là? Comment je gère l'anxiété, le stress? Je sais pas. T'as pas trouvé quelque chose? Si aujourd'hui, supposons que tu fais une crise d'anxiété et on t'enlève ton mari, on t'enlève tes gosses, comment tu gères ça? Parce que des fois, on s'accroche, tu sais, tu parlais de la dépendance affective, des fois, on s'accroche à ce qu'on a autour de nous. Mais si tu te retrouves seul, non, maintenant, moi, quand je fais des crises d'angoisse et tout, j'essaye de chanter, genre de parler, de penser, en fait, de sortir mon esprit de cette angoisse pour essayer de penser à autre chose. Et quand j'essaye, voilà, c'est ça, quand j'essaye de penser à autre chose, et en fait, petit à petit,
elle part, en fait, la crise d'angoisse. Et quelque chose que les gens ne savent pas, tu me l'as dit tout à l'heure, tu étais en hôpital psychiatrique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, c'était avant le mariage. Attends, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, tu sais, quand tu organises le mariage, déjà, tu as les combats, comme on parlait tout à l'heure. Mais moi, ma dépression, je commence à sortir 2024, vraiment, je commençais vraiment à mettre un pas à l'extérieur, tu vois. Et quand je préparais mon mariage, j'étais encore dedans. Ça veut dire que tu t'imagines. On va traduire ça, mais c'est pour ça que dis-toi que quand j'ai su, et maintenant, je sais pas si tu comprends, quand j'ai su pour ma maladie, comment j'étais en mode... La maladie. Pour la maladie. J'ai dit, on veut pas, on refuse ça. C'est pas moi, c'est la maladie. Parce que ça va finir bientôt. Non, mais t'inquiète, bientôt ça va rentrer la maladie. La maladie, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que quand j'ai su, c'est pour ça que je me suis dit encore, oh non. Est-ce que ça va pouvoir passer encore, tu vois? Je me suis dit, est-ce que ça va pas encore nous détruire davantage et tout, nous affaiblir, parce que il y avait trop de choses qui se sont passées. Oui, simultanément. Et donc je me suis dit encore, oh là là, encore. Et comment ça se passe là-bas en psychiatrie? C'est dur. Mais je suis pas restée trop longtemps parce que Melky est venue me chercher. Oh, ouais, cher moteur. Vraiment, hein? Moi, c'est pour ça que je l'appelle mon sauveur. Ouais, vraiment, c'est les termes. C'est pas chéri, c'est mon sauveur. Vraiment. Il y a Dieu, c'est les dieux tout-puissants. Mais il met des gens sur la terre. Bien parce que sûr. moi, en plus, à cause de l'abandon de mon père, je déteste les hommes. Vraiment, les hommes avec un grand H. J'aime pas les gens masculins. Et c'est le seul homme. Et Dieu t'a donné un garçon aux yeux. Quand j'ai su, déjà, moi, je voulais que des filles déjà. Ouais. Quand j'ai su que c'était un petit bonhomme, j'ai dit... Tu pourras bien l'éduquer, tu vas sauver la société. J'espère qu'il sera bien et tout. Tu vois, directement, tu penses à plein de choses. Et comme je disais, en fait, Melky, ça a été le seul homme que déjà, j'ai pu déjà un peu m'ouvrir. Et c'est lui qui m'a donné l'espoir au fait que dans la vie, il y a des gens bien qui existent. Par contre, il faudra lui donner beaucoup de fleurs, hein, parce que tout ce qu'elle dit ici, là, il faudra beaucoup de fleurs. Il a le droit, parce que c'est vrai que je lui dis pas en off. Déjà. Ah, tu vois, donc nous, on est des témoins vivants. Regarde comment il est là, il sort toutes ses dents là derrière. Parce que je lui dis pas. Non, je lui dis pas. J'ai du mal à verbaliser ce que je ressens. Mais c'est difficile avec tout ce que tu as vécu. C'est dur de mettre des mots sur tout ce que tu ressens. Faut dire trop de mots. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai fait ça. Et en plus, c'est ça. Psychiatrie. Rajoute, je t'aime. C'est trop. Oh, vraiment, je t'aime. C'est bon, il sait. Mais bon, c'est important de le dire des fois, c'est vrai. La vie est courte, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que je pense que il a été en fait la personne qui m'a sauvé la vie. Tout ça. En tout cas. Ouais, non, mais ça a été vraiment la personne qui m'a sauvé la vie. Je pense que s'il n'aurait pas été là, je serais pas là. Non, j'aurais pas eu la force en fait d'être là aujourd'hui. Non, vraiment, il m'a sauvé la vie. Le bon choix du mariage. T'as vu? Le bon choix. Vraiment. Imagine, tu serais tombé quelqu'un comme ça, là. Vraiment. Tu aurais fait comment? Et en plus de ça, c'est un bon papa parce que moi, du coup, mon seul souhait, et j'ai pas cherché déjà un mari pour moi, ma première recherche, c'était un bon père. Je cherchais pas forcément pour moi déjà. Je voulais avoir un homme qui soit un bon père parce que je voulais pas que mes enfants puissent vivre ce que j'ai vécu. Et puis quand je vois comment il est avec ses enfants, parce que c'est pas seulement mes enfants, mais je vois comment il est avec ses enfants, il est présent. Parce que des fois, il y a des papa, c'est un peu la société et puis c'est un peu comme ça, tu vois, que tout le monde est, tu vois, bon, je suis un mari, mon rôle c'est d'aller travailler, ramener l'argent, c'est tout, tu vois. Mais quand je vois qu'il passe des moments avec eux, il sort, tu vois, en fait, c'est rien. Parce que, en tant que parent, il est obligé, tu vois. Enfin, c'est son rôle d'être un père. Mais en fait, malheureusement, avec la société, ce qui se passe, en fait, quand un papa fait quelque chose, on est obligé de le féliciter, tu vois, indirectement, alors que c'est son rôle, tu vois. Mais c'est important de le dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Malheureusement aussi, tu vois. Il y a des bons papas, mais il y a aussi beaucoup de papas, malheureusement, qui sont absents parce qu'ils se limitent à aller chercher de l'argent. Et c'est tout en fait. À partir du moment où je t'ai ramené du pain pour manger, mon travail il est fini. Alors que non, les enfants ont autant besoin de la présence du papa que la présence de la maman, tu vois. Autant la fille que le garçon, parce que souvent on dit que c'est la fille c'est la fille à papa. Le garçon aussi il a besoin d'un repère masculin pour pouvoir faire sa vie, pouvoir se construire, avoir son caractère et tout. Il se réfère à qui si son père est pas là? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le fait de voir comment il est avec ses enfants, qu'il soit présent pour nous, pour moi et pour eux. Tu vois, par exemple, un truc simple. Là, par exemple, il y a des gens, pour eux, carrément, quand je dis à ma mère, c'est une dinguerie. Moi, le matin, je habille mes enfants
Et lui, c'est tout le temps eux qui va les chercher, les déposer. Comment ça se fait et tout. Mais comment ça, maman, en fait? C'est le papa. C'est le papa. Ouais. Non, il se réveille, il va les déposer, il va les chercher et tout. Et tu vois, c'est quelque chose de simple. Trop bien. Mais tu vois, en fait, moi-même en tant que maman, parce que je sais que derrière, j'ai plein de choses à faire aussi, et bah, ça me soulage. Wow. Quand, par exemple, il voit que bah, je suis un peu fatiguée ou que j'ai un peu ma tête dans mes business et tout, il va les prendre, les laver, faire à manger et tout, tu vois. Il fait à manger. Oui. Maman, merci la belle-mère. Franchement, merci pour l'éducation. L'éducation, vraiment. Après, c'est pas des plats, c'est pas des plats élaborés, c'est des pâtes, des frites. Là, décide. Il va pas nous faire du pondou comme lui. Il aime beaucoup la sauce d'Acatine. Non, il va pas faire ça. Vraiment, là, je suis déçue. J'ai commencé à dire, non, le gars là faut pas est charmant. Pâtes, maman, pâtes. Non, des pâtes, des frites. Mais c'est des pâtes avec plusieurs choses. Des pâtes avec des steaks, des saucisses. Après, des fois, la pâte bolognaise. Un peu à la crème, un peu du poulet. Moi, je pensais que tu me parlais d'un vrai truc et tout. Bon, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. plutôt bien. Mais en tout cas, il est là, et pas seulement pour moi, mais pour les enfants. Et donc, du coup, quand moi, je le vois, je me dis, en fait... parce que moi, comme j'ai détesté les hommes, je me suis dit, OK, en fait il y en a des belles personnes qui existent. Et que c'est pas parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir cette présence paternelle que tout le monde ne l'aura pas, quoi. C'est bien. Ça donne un espoir pour la vie. Et écoute, pour ton fils, pour ton enfant, tu sauras les valeurs que tu dois lui communiquer. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire un truc. Tu m'as parlé du côté psy. Tu es parti voir un psy. On est des Noirs. On est des Africains. Chez nous, c'est un peu tabou. La psychologie et toutes ces choses. Explique-nous un peu comment ça s'est passé et quels conseils tu donnes, justement. Comment on fait pour prendre rendez-vous avec un psy? Parce qu'on dit ça, mais ça se trouve, il y en a qui connaissent pas. En fait, pour prendre un rendez-vous avec un psy, en vrai, c'est facile. Doctolib, psychologue, et tu prends un rendez-vous avec un psy qui est le plus proche de chez toi. Après, c'est vrai que trouver un bon psy, c'est difficile. Moi, je pense plus que c'est pas forcément prendre rendez-vous avec un psy qui est compliqué, mais c'est de trouver un bon psy. Parce que moi, avant de trouver un bon psy, j'en ai fait des psys. Tu vois, parce que des fois, il y a des personnes qui sont beaucoup... comment dire, ils vont pas forcément... il y a des psys qui sont là pour l'argent. Il y en a qui sont là, mais ils vont donner... Exactement, parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Tu t'imagines? C'est ça, les problèmes. Et pas seulement ça, mais en fait, il y en a, ils vont donner directement des médicaments, antidépresseurs et tout. Allez, hop, on passe au suivant, tu vois. Mais il y en a vraiment, ils vont vraiment passer le temps de parler avec toi et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai pas souvent eu... je suis pas restée avec des psys fixes parce que j'ai pas forcément aimé. Moi, tout est une question de feeling. Ouais, je comprends. Tu vois. En fait, quand je suis avec quelqu'un et je sens que la personne, elle est pas forcément là pour m'écouter, mais plus pour me directement poser un diagnostic. Alors, d'écouter mon histoire, tu vois, parce que moi, mon histoire, elle est quand même assez longue. Il y a énormément de choses à raconter. Et moi, je suis pas quelqu'un... Pour que je puisse parler, faut me creuser. Il faut m'embêter. Et des gens qui sont là et qui attendent que tu parles, qui te regardent. OK, donc... Tu vois, moi, forcément, j'arrive pas à parler. Je passe au suivant, tu vois. Mais par contre, le psy que j'ai trouvé suite à ma radiothérapie, donc c'est un psy qui suit pour tout ce qui est chimio, les personnes qui souffrent de cancer et tout. Et avec elle, ça s'est super bien passé. Et ça s'est passé là, en 2024, quoi. Que j'ai pu vraiment avoir un bon psy et tout. Et que je puisse bien parler tout avec le psy. Trop bien. Moi, le conseil que je vais donner... allez voir des psys. Parce qu'en fait, avant même de vous marier, allez voir des psys. Mais on s'en rend pas compte. De ça. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais tu sais, des fois, on parle à nos proches, mais eux aussi, ils ont leurs soucis. Et en fait, le truc, c'est que tu sais que des fois, quand par exemple, tu vas venir parler à un proche et qu'il n'aura pas forcément la réponse que tu attends, directement, tu vas te frustrer, tu vas te bloquer sur elle. Alors que forcément, peut-être qu'elle, dans sa tête, elle pensait, oh purée, comment je vais nourrir mes enfants ce soir? Elle a ses problèmes. Tu vois, alors que toi, tu viens avec tes problèmes qui sont assez lourds, et toi tu viens, tu pleures et tout. Elle sera là pour t'écouter, te réconforter parce que elle t'aime, tu vois, mais elle pourra pas forcément t'apporter l'aide nécessaire que tu as forcément besoin. Elle pourra pas t'orienter. Elle sera pas... En plus, il y a un truc qui est là, c'est que la personne qui t'aime n'est pas forcément objectif dans ce qu'elle te présente. Oui. Et en fait, moi je trouve que des fois, il y a certaines personnes, quand ils parlent, ils étaient... genre dur avec moi, genre vas-y lève-toi et tout, tu vois. Et moi ça je déteste. C'est parce que j'ai besoin. Non, mais c'est pas question que j'ai pas besoin d'entendre, c'est que j'y arrive pas. En fait, toi tu vas me dire lève-toi, fais ça et tout. OK, je me lève. Mais après, tu vois, alors que un psy c'est une personne neutre.
c'est une personne extérieure. C'est un professionnel. Exactement. Il a fait ça veut des dire études pour. Et il va peut-être pouvoir te donner les réponses que tu as besoin. Et les traitements, si tu en as besoin aussi, ils pourront t'aider. Tu vois, c'est ça qui est bien, en fait, avec parler avec quelqu'un d'extérieur. Et ça te permet aussi de conserver tes relations avec tes intimes. Exactement. Ça veut dire que les choses lourdes, tu peux aller voir ton psy, t'en parles. Oui. Mais peut-être les choses... Enfin, quand toi, t'es parti voir ton psy et que maintenant, après, ça va un peu mieux, tu pourras en parler. Oui. Mais tu seras pas là en train de dire à ton proche, j'ai besoin d'aide, apporte-moi une aide, tu vois. Parce que souvent, quand on va parler, on dit, apporte-moi une aide. Mais quand tu vas venir, tu auras déjà ta solution. Et ce sera juste pour lui expliquer que voilà, j'ai ça, mais voilà, quoi, tu peux juste me parler et ça veut dire que ce que toi, tu vas m'apporter, je vais pouvoir l'accepter parce que je sais que j'aurai déjà trouvé la solution ailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ce sera beaucoup moins lourd à apporter à la personne en face de toi, tu vois. Yes. Si vous en avez besoin, allez voir des professionnels qui pourront vous accompagner, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider dans votre processus de restauration. Ne vous dites pas à ceux qui sont hyper spirituels, qui vont dire oui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, nanana. Dieu passe par des hommes pour travailler avec des hommes et pour guérir des hommes. Retenez bien cela. Ne négligez pas le professionnel qu'il y a en face de vous, parce que l'intelligence qu'il a, c'est Dieu qui a permis qu'il ait ça et qu'il puisse se cultiver, qu'il puisse apprendre, qu'il puisse s'éduquer pour accompagner les autres. Faites-le, c'est super, super important. Sortez des traditions, des cultures que vous avez. Des fois, c'est ce qui vous bloque et qui vous empêche même de guérir. Vous voyez un professionnel, celui-là ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Parce que si ce n'était pas le cas, même pour aller voir un médecin, vous aurez dit « Ah non, Dieu seulement peut guérir. » Non, vous êtes parti voir un professionnel pour poser un diagnostic et pour ensuite prier. C'est ce qu'il faut faire. Les deux en même temps. Exactement. C'est bien, t'as lié psychologue et le spirituel. Ouais. Et ça met le bon équilibre. Ouais, exactement. En tout cas, ça m'a fait très, très, très plaisir de parler avec toi. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter. Non, pas forcément. En tout cas, tu as une histoire qui est incroyable, inspirante. Peut-être que tu ne sais pas, parce que toi, tu aimes bien écouter les podcasts des autres. Là, cette fois-ci, on va t'écouter. On va écouter ton histoire. En tout cas, timidité, là, c'est fini. On va écouter ton histoire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pardonne. Ouais, c'est ça. Libère ton cœur. Ça va te faire du bien. Ta vie est beaucoup plus importante que ce qu'on peut dire de toi, ce qu'on peut qualifier de toi. La personne qui peut mieux parler de toi, c'est même pas ta mère parce qu'elle ne fait plus avec toi, mais c'est ton mari. Tu vois. Lui, il pourra nous dire le bien et le mal qui est en toi. Si lui-même, tu lui plais, hein, il est encore avec toi malgré les hauts et les bas. Les mbas, vraiment. On connaît tous les mbas dedans. Les mbas, il est resté. Il te supporte, il te soutient. Regarde, même aujourd'hui, il t'a accompagné. C'est une preuve d'amour pour dire dans tout ce que tu fais, t'inquiète pas, moi, je suis là, je suis derrière. Tu vois, le gars, je l'ai vu rentrer avec sa casquette, sa vraiment, il est venu en mode wesh. Je dis, wesh. C'est la cité ou quoi, chacal? Tu vois? Mais pour te montrer que tu as un bon mari qui te soutient, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. En tout cas, moi, j'ai aimé ta personne. J'ai aimé ta personnalité. J'ai aimé ton témoignage. C'est pour ça qu'on a continué à parler. C'est bien comme ça, au moins. Tu sais, moi, c'est très rare déjà que je sorte chez moi, tu sais, avec ce qui s'est passé. Mais le fait d'entendre que des gens m'apprécient, oui. je me dis, waouh, je pense que, oui. Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui t'est arrivé sur les réseaux sociaux, il y a sûrement des personnes qui t'aiment, tu vois, qui ne le disent pas forcément, qui te suivent. Les milliers de vues là que tu vois là, tu sais quoi, c'est que tes haters là qui viennent regarder. Il y a aussi des gens qui t'aiment, qui ne le disent pas. Tout le monde exprime. Toi, tu regardes juste avec ton mari, tu as du mal à exprimer tes sentiments. Imagine eux avec un inconnu. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des gens qui t'aiment et retiens ça. Peu importe ce qui t'arrivera demain, là où tu vas y aller, retiens qu'il y a des gens qui t'aiment, qui ont cru en toi, qui ont continué à suivre tout ce que tu fais. Continue dans tes projets. La vie est très belle et cette maladie-là, elle va s'arrêter. C'est ton témoignage, c'est ton parcours de vie. C'est pas toujours toi, c'est malheureusement toi parce que Dieu veut que ça se passe comme ça. Mais un jour, tu diras, ah ouais, en fait, il fallait que ça m'arrive. Parce que si ça m'arrive, on sait pas, hein, ça se trouve là, t'as vu, t'as fait des tentatives de suicide, on n'en a pas parlé en détail, mais toutes ces tentatives-là, si ça a échoué, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire. Et surtout, moi, après, le message que je souhaite apporter, vraiment, j'aimerais que quand les gens ils me voient, ils puissent avoir de l'espoir dans le sens où, en fait, on vous rendez pas compte que malgré tout ce que je fais, tout ce que j'ai vécu, et j'arrive quand même derrière à accomplir des choses. Et moi, c'est ça, des fois, qui arrive à me remettre les deux pieds sur terre. Je me dis quand même que toi, t'es bizarre, c'est dur et tout. Bon, on va parler un peu de chiffres. Moi, j'ai pas de tabou sur ça. Mais tu vois, des fois, t'es là en train de pleurer. C'est dur. Et puis là, tu fais des ventes à 10, 15, 20 000. Et puis t'es là, ça, c'est moi. Puis tu pleures un peu. Et puis tu regardes un peu 20, 50 000. Et puis t'es là, tu vois. Et en fait, le fait, c'est juste de donner de l'espoir aux autres et surtout aux jeunes, de dire que, en fait,
c'est pas parce qu'on souffre, c'est pas parce que t'as une maladie, une dépression que forcément dans la vie, tu pourras pas accomplir ce que tu veux, accomplir tes rêves. Et moi, je pensais souvent que les choses qui m'arrivaient, c'était un point dans ma vie, mais en fait, non, c'est juste une virgule. Ouais, c'est ça. C'est juste des une étapes. virgule. Et c'est moi qui décide, en fait, quand est-ce que je pourrais réécrire la suite. Comme je te disais tout à l'heure, avec ma maladie, j'ai pas encore La maladie. T'as vu? La maladie. Jusqu'au bout. Vraiment. Avec la maladie, j'ai pas encore su reprendre la suite de la virgule qui a été mise. Mais je sais que avec le temps, je vais la mettre, tu vois. Et surtout se dire que en fait, rien n'est fini. Enfin, voilà, quoi. Et de vraiment montrer que, voilà, moi, je suis là, je souris, tu vois, j'ai tout le temps sourire, malgré le fait que, peut-être, hier, avant-hier, un truc simple, hier, j'étais en pleurs, je pleurais aussi, tu vois, j'étais pas bien. Je pense qu'en ce moment, tu vois, je suis pas sur les réseaux. Maintenant, je me force plus. Hein. Ouais. Si ça va pas, faut se retirer. Si ça va pas, je coupe. Et avant, je culpabilisais beaucoup sur ça, tu vois, parce que les réseaux, c'est mon travail. Mais maintenant, là, le fait de couper et de me dire que, voilà, si ça va pas, je me force pas. Parce que j'ai pas envie que ça se voie et je fais les choses de mon côté, tu vois. Par exemple, hier, je pleurais, aujourd'hui, je suis venue. Ouais, tout va bien. Personne ne sait que tu es pleuré. Vraiment. Et dire que incroyable. tout n'est pas fini. Et puis, je suis là avec le sourire. Et puis, mes enfants, ça va. Et puis, je suis là, je suis chez moi. Je travaille. Je continue à sortir mes business, à aller travailler, chez moi et tout, etc. Et puis, regarder mes podcasts. Et puis, voilà, faire ma petite vie. Et la vie continue. Voilà. Et je sais que tous les 4 mois, j'aurai peut-être mes examens, IRM, scanner, avec la boule dans le ventre de me dire j'espère que c'est pas encore revenu. Mais une fois que c'est passé, après... Oui, c'est juste un contrôle et c'est normal qu'on continue à contrôler parce que la santé, il faut en prendre soin. Faites des examens, au moins un bilan de santé, au moins une fois par an. Un bilan de santé c'est super important. Moi, je suis tellement devenue parano. Ouais, j'ai mal un peu. Urgence. Non, mais t'as raison. Un peu mal. Urgence. T'as raison. Non, mais je te jure, même aux urgences, ils me voient vraiment, madame, c'est rien. Parano ou quoi? Après, dès que j'explique un peu, oui, mais j'ai eu ça. Ok, on comprend. Ouais. Tu vois. Il faut toujours faire attention, mais juste se dire que c'est pas fini et avoir de l'espoir parce que rien n'est fini et que c'est vous qui déterminez la suite de vos histoires et c'est pas forcément ce qui vous arrive qui vous détermine. Incroyable. Ouais. Rien n'est fini, c'est ce qu'on retient. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux juste en dessous. Allez la suivre, soutenez-la. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit les réseaux sociaux, moi, c'est mon gagne-pain, c'est son travail. Donc, si ça vous plaît pas, vous passez. Mais si ça vous plaît, continuez à la suivre. Il y a pas mort d'homme. En tout cas, si j'ai un mot aussi à dire, c'est pour toutes les personnes qui ont des personnes qui sont malades dans leur famille. Prenez soin d'elles, soutenez-la, accompagnez-la. Soyez une oreille, ne soyez pas jugeante. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la maladie, il y a plein d'émotions, il y a les hormones, il y a tout ça qui joue. Il faut comprendre que la personne, elle se voit aussi changer, elle a peur. Et il y a aussi une réalité qui est là, on a peur de la mort. Personne ne veut mourir. C'est une réalité. Donc imaginez, on appelle à l'hôpital, on appelle le patient, mais là chez vous c'est un malade et un malade qui a besoin de vous, de profiter tous les instants qui lui restent avec vous. Ça se trouve qu'il lui reste 50 ans, 60 ans, on ne sait pas, la vie est faite de plein de surprises. Je sais que c'est difficile d'avoir quelqu'un de malade à la maison ou dans la famille, dans l'entourage, parce qu'on ne sait jamais dire les bons mots, on ne sait pas si on en fait trop ou on n'en fait pas assez, parce qu'on ne veut pas aussi la faire sentir qu'elle est malade, mais soyez présents, il n'y a rien de mieux que de communiquer l'amour autour de nous. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur mes réseaux. On dit comment? Répète, pardon. Parce que n'hésitez pas à la suivre sur ses différents réseaux sociaux. Yeah. On te suit où? Déjà sur YouTube. Sur YouTube, likez, abonnez, partagez. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Exactement, n'hésitez pas à partager, activer la cloche. Ouais. Et surtout, sur TikTok. Sur TikTok aussi. Oui, Nasa, TikTok. Oui. Sur TikTok. Instagram. La miniature théâtre. Je vais pas être la miniature, mais je suis sur TikTok. Ah oui, vous voyez la mode. Hein? Ouais, la mode, là. Elle est là, la mode. C'est ça qu'elle vous inculque. Moi, je regarde ces trucs. C'est ça, on est ensemble. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux frères Lumière derrière la caméra. Merci Luc, merci Jérémy. Et merci Jemima. C'est Jemima, non? Qui a piloté l'activité. En tout cas. Et merci à ton époux, ton sauveur, d'être venu. Et à Dorcas, lui, est toujours là, toujours présent. Voilà. Bisous, à bientôt.